Notre intestin abrite environ 500 millions de neurones, constituant ainsi un véritable deuxième cerveau. C'est ce que révèle une étude de 2017 menée par le CNRS, et cette découverte fascinante soulève de nombreuses questions. Comment ce réseau neuronal influence-t-il notre bien-être global et nos performances cognitives? Quel lien unit notre microbiote intestinal et notre santé mentale? Et surtout, comment optimiser notre santé intestinale pour renforcer notre résilience, notre clarté mentale et notre énergie au quotidien? Pour explorer ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Caroline Schauer, naturopathe expérimentée, enseignante, directrice d'ISUPNAT et grande spécialiste des approches naturelles de la santé. Elle nous expliquera de manière simple et concrète le fonctionnement de notre système digestif et partagera des conseils pratiques pour renforcer notre santé intestinale, favorisant ainsi une meilleure performance physique, mentale et émotionnelle. Marie-Caroline, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc, tu es naturopathe et réflexologue avec un parcours aussi riche que rigoureux. Après des études universitaires en biologie et biochimie, tu as approfondi ta compréhension du vivant à travers des spécialisations en naturopathie, en micronutrition, en médecine fonctionnelle ou encore en gémothérapie. Cette double approche scientifique et holistique te permet depuis 2008 d'accompagner tes clients vers un mieux-être global et durable. On peut régulièrement t'entendre dans les médias ou lors de conférences grand public et professionnelles où tu partages avec enthousiasme ta passion pour une santé naturelle, préventive et intégrative. Depuis novembre 2024, tu es également à la tête de l'Institut supérieur de naturopathie, ISUPNAT, école de référence fondée sur l'héritage d'Alain Rousseau, pionnier de la naturopathie en France. À ce titre, tu formes les futurs naturopathes à devenir de véritables éducateurs de santé en leur transmettant ton expertise scientifique, ton exigence et ta vision humaine du soin. Tu es aussi fondatrice de MCS Formation, à travers laquelle tu proposes des ateliers et formations pour transmettre, encore et toujours, les clés d'une santé éclairée et accessible. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec toi autour d'un sujet passionnant et fondamental, la santé intestinale et la performance. Ensemble, nous allons explorer comment notre bien-être digestif influence notre vitalité, nos capacités cognitives, notre stress et notre efficacité au quotidien. Encore merci d'être avec nous et pour un peu mettre nos auditeurs et auditrices dans la confidence, on est d'autant plus heureuse, Charline et moi, de t'accueillir aujourd'hui parce que tu es donc la directrice d'ISUPNAT, qui est l'école dans laquelle nous nous formons à la naturopathie. Donc voilà, encore plus de plaisir pour nous dans cet échange. Merci. Alors, on va commencer par notre première question fétiche et on va te demander, pour toi, qu'est-ce que la performance ? Alors la performance, pour moi, c'est un état de pleine capacité physique et psychologique. C'est de se sentir pleinement dans la maîtrise de son physique et dans la maîtrise de son cerveau. Et sinon, qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta mission de vie ? Alors, ce qui m'anime, sans grand suspense, ce qui m'anime, c'est vraiment la transmission. De façon générale, en fait. Donc aujourd'hui, bien sûr, sur le domaine de prédilection de la santé, mais de façon générale, ce qui m'a toujours animée, c'est de transmettre, de rendre les gens autonomes par ce que je leur transmets. Il y a vraiment cette notion de rendre les gens autonomes. C'est la transmission pour l'autonomie. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on parle de l'intestin comme étant notre deuxième cerveau ? En fait, dans notre intestin, on a 500 millions de neurones. On en a à peu près, on en a 5 fois plus que dans notre moelle épinière et 200 fois moins que dans notre cerveau. Mais on voit finalement que le pôle de neurones, c'est énorme, 500 millions de neurones dans notre intestin, répartis sur l'ensemble de l'intestin.
et qui va être en permanence en contact avec notre système nerveux central, donc notre cerveau, et notre cerveau va en permanence dialoguer avec ces neurones qu'on appelle les neurones entériques. C'est le système nerveux entérique. Et donc, en soi, c'est une entité nerveuse. On devrait vraiment le mettre. On a le système nerveux central, le système nerveux périphérique, et on devrait parler du système nerveux entérique. Donc là, on a bien vu l'aspect physiologique et dans l'imaginaire, enfin pas dans l'imaginaire, mais en tout cas dans la conscience des gens, qui dit système digestif dit forcément processus de digestion, comment ça fonctionne quand on mange, etc. Comment cette digestion fonctionne un peu schématiquement, si on peut rappeler aux auditeurs et auditrices qui ne sont pas forcément au courant. Ouais. Alors, c'est une vaste question, ça, parce que c'est très, très long, tous les processus. Mais effectivement, alors d'abord, la santé digestive, elle est importante justement pour le bien-être d'un système nerveux de façon générale, et on pourra approfondir ces liens-là. Et la première chose pour que notre intestin soit bien et qu'il puisse dialoguer de façon apaisée avec notre cerveau, c'est que notre alimentation soit bonne et que cette alimentation, que ce que l'on mange, soit bien digéré pour bien nourrir notre flore intestinale, qu'il y ait un bon équilibre au niveau de l'intestin, qu'il soit apaisé et bien nourri. Et c'est s'il est apaisé et bien nourri qu'effectivement, il va y avoir un dialogue positif entre notre système nerveux entérique et notre cerveau. Mmh. Donc voilà déjà pour poser le cadre de pourquoi la digestion va être importante. Et donc, pour bien digérer, faut en connaître les grandes règles. Qu'est-ce qui est important dans cette digestion pour pas venir le contrecarrer ? Le premier point, c'est d'abord de manger quand on a faim et avec plaisir, parce que sinon, notre cerveau, il met pas en route les processus digestifs. Donc, avoir envie de manger, ça veut dire être plutôt relax, tranquille, pour qu'on soit dans des conditions qui permettent de bien digérer. Ça, c'est la première chose. Et on pourra y revenir, je pense, du coup, un peu plus tard. Mais la première chose, c'est de manger en étant dans un contexte adéquat à cette bonne digestion. Et donc, c'est d'être tranquille, d'avoir faim et de manger avec plaisir. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, ça va être de mâcher. Alors, ça paraît tout bête, hein. Ça paraît vraiment être l'information un peu bateau, mais en fait, c'est le truc que, quand je discute avec mes clients, finalement, ça paraît tellement bateau qu'ils sont souvent surpris par la question. Et quand ils s'interrogent, la plupart mâchent pas correctement. Ils prennent pas le temps de mâcher. Et même la question les surprend. Il faut qu'ils réfléchissent pour y répondre. Donc, non, la plupart, on avale tout rond, on gobe et on prend pas le temps de mâcher. Or, c'est la première étape du processus digestif. C'est que si on malaxe pas les aliments, dans les étapes d'après, notre digestion chimique va pas pouvoir se faire. Donc, cette première étape mécanique qui est de mâcher, elle est essentielle pour le reste. Oui, c'est vrai que ça, c'est important de le rappeler parce qu'en effet, on l'oublie dans notre quotidien. Oui, mais moi, je suis contente parce que souvent, on me dit que je suis trop lente pour manger, mais parce que je mâche beaucoup depuis longtemps et je suis contente de savoir que ça sert à quelque chose. Oui. Et j'avais entendu parler de Madonna, je crois, qui mâche 50 fois. En tout cas, il y avait une rumeur comme ça, qu'elle 50 fois chacune de ses bouchées avant de les avaler. Donc, peut-être pas aller jusqu'à 50, mais en tout cas, le mâcher quand même. Oui, c'est ça. On dit que les aliments solides, on doit les boire, entre guillemets. C'est-à-dire, on doit tellement les avoir mâchés qu'on ne doit plus sentir de morceaux quand on déglutit. Ça doit être vraiment liquéfié dans notre bouche, mélangé à la salive. Voilà. Et du coup, cette notion de salive, c'est important parce que pour bien saliver, pouvoir bien mâcher et humecter ce qu'on est en train de mâcher, il ne faut pas être stressé, sinon on ne salive pas. Donc, ça fait partie du processus. Ensuite, ça arrive dans notre estomac et au niveau de l'estomac, il faut que l'estomac puisse s'acidifier. Et souvent, justement, on vient contrecarrer cette étape. Voilà. Souvent, justement, les personnes stressées vont avoir mal à l'estomac et donc ils vont prendre des antiacides qui viennent basifier l'estomac. Or, le processus de digestion est un processus dans l'acidité et l'estomac, c'est son travail de s'acidifier et il est adapté à ça. S'il ne supporte pas de s'acidifier parce que, du coup, oui, il a une dysfonction et que on va avoir de l'inflammation, c'est sûr, c'est douloureux s'il y a de l'inflammation. Mais alors, il faut plus se préoccuper de rétablir l'estomac et sa bonne santé plutôt que juste vouloir venir contrecarrer cette acidification, car elle est nécessaire à la digestion.
Oui, Donc allez ça, voir c'est la cause de la cause. Allez voir la cause de la cause. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. Une bonne acidification de l'estomac. Et juste pour le petit truc, plutôt que de venir basifier, il vaut bien mieux aider l'acidité en prenant un peu de jus de citron dans très peu d'eau, parce qu'il ne faut pas non plus s'abîmer les dents, mais dans très peu d'eau à la fin du repas pour donner un petit coup de boost aux estomacs paresseux, plutôt que de vouloir basifier. Voilà. Il faut que l'estomac s'acidifie. Et il va s'acidifier plus ou moins en fonction de ce qu'on a mangé. L'étape suivante, c'est dans l'intestin, la digestion au niveau de l'intestin grâce aux enzymes pancréatiques. Et les enzymes pancréatiques vont venir se mélanger à ce bol alimentaire et être digérées par des processus chimiques tout le long de l'intestin. Et là, c'est on va dire la dernière étape de digestion, si on veut, de digestion de notre part à nous. On va voir que c'est pas tout à fait fini. Mais ce sont les enzymes pancréatiques. Et là, pour que notre pancréas soit performant et que cette digestion se fasse bien dans l'intestin grâce aux enzymes pancréatiques, faut arrêter de solliciter notre pancréas en l'épuisant, en grignotant tout le temps et en faisant qu'il n'arrive pas à refaire ses réserves d'enzymes pour au moment où on va manger. Donc, d'éviter le grignotage, c'est essentiel pour bien digérer parce que ça laisse des temps de repos à notre pancréas pour qu'il se recharge et qu'il puisse bien produire les enzymes au moment de la digestion. Et notre corps est fantastique parce qu'il adapte les productions enzymatiques à la nature de ce que l'on mange. D'où l'intérêt de ne pas manger trop vite non plus pour bien analyser ce qu'on a dans la bouche et du coup bien gérer les processus pancréatiques adaptés, l'adaptation. Donc ça, c'est nous. Et quand même, il reste une étape, c'est notre flore intestinale qui va digérer tout ce qu'on ne sait pas digérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le manger, bien au contraire, parce qu'on pourra reparler du microbiote, mais finalement, va falloir nourrir ce microbiote qui va nous nourrir. Et les fibres, nous, on ne les digère pas. Mais ça ne sert pas juste à faire du lest pour gérer la constipation. Donc, c'est bien plus que ça, les fibres. Les fibres, elles vont nourrir notre microbiote qui va digérer ces fibres et nous donner de l'énergie avec ces fibres. Ça crée de l'énergie grâce à la digestion des fibres par notre microbiote. Et donc, cette dernière étape qui est faite par notre microbiote, elle nous nourrit et elle est importante pour notre santé intestinale. Donc, voilà les différentes étapes de la digestion. Merci beaucoup pour cette explication très claire et ça montre vraiment avec tous ces aspects physiologiques que notre corps sait faire justement et qu'il faut mieux le comprendre parce que normalement on a besoin de rien, on n'est pas censé intervenir d'une manière ou d'une autre, on est juste censé respecter notre corps et son mécanisme naturel en fait. Donc et on a tendance à l'oublier donc je pense que nos auditeurs et auditrices seront satisfaits et comprendront mieux avec toute cette schématisation. Donc merci beaucoup. Et justement, tu parles du stress quand on mange. Le fait de manger devant un écran, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'est pas forcément stressé quand on mange devant un écran, mais est-ce que tu peux expliquer en quoi ça impacte notre digestion et surtout l'assimilation des nutriments quand on est devant un écran? Ouais. Alors, elle peut être prise de plusieurs façons, cette question. Enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles plutôt les écrans vont nous impacter. D'abord, quand on est devant un écran, on va pas penser à bien mâcher et du coup, on va avoir tendance à manger un peu trop vite, à pas mâcher et on n'est pas non plus concentré sur ce que l'on mange. Or, ça fait partie, on a vu, du processus digestif que notre corps analyse ce qu'il mange pour, du coup, adapter les enzymes et la digestion. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on n'a pas un rythme et une qualité digestive et de mastication qui permet de bien digérer. Le deuxième point, c'est que on se sent pas stressé. Tu dis on n'est pas stressé, on ne se sent pas stressé. Mais cependant, si on regarde les infos, on n'est pas sur notre parasympathique, on n'est pas sur notre système nerveux de détente. En ce moment, quand on regarde les infos, on est plutôt sur notre sympathique, parce que généralement, c'est plutôt des choses qui sont amenées, qui sont soit pas très plaisantes, soit qui vont nous énerver parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, on se remet sur notre système nerveux sympathique, celui de l'action, de la rébellion, de la colère. Il n'y a pas que ces émotions-là, mais c'est pour dire qu'on ne se sent pas stressé, mais on va être sur un système nerveux qui n'est pas celui de la digestion.
Donc, ça va nous impacter. Et si on regarde un film ou une série policière avec de l'intrigue et de la violence, parce qu'il y en a toujours un peu dans ce qu'on regarde à la télé, on ne regarde pas que des bisounours, c'est un peu... on est quand même sur des choses qui vont générer une tension en nous, par le suspense ou par l'action ou par, quel que soit le thème qu'on regarde, ou même si c'est... je sais pas, un match de foot ou de rugby, c'est assez intense quand c'est vécu. Donc là, pareil, c'est la même chose quand on mange devant un écran. C'est la nature de ce qu'on regarde. Peut-être si on regardait des petits oiseaux chanter, ce serait un peu différent. On serait détendu et ça aurait pas d'impact forcément négatif. Parce que donc c'est la nature de ce qu'on regarde qui a véritablement un impact et non pas le fait de regarder un écran. Parce que par exemple, un enfant, enfin je suis désolée, mais... quand je vois des parents, sans jugement, mais quand je vois des parents qui mettent un écran de téléphone au restaurant devant leurs enfants, moi, ça me pose toujours question. Déjà sur l'interaction du lien social, le lien avec son enfant, etc. Il y a aussi une certaine politesse et respect, je trouve. Mais du coup, je pensais que potentiellement, ça avait aussi un impact sur potentiellement la digestion des enfants, leur capacité à manger, à se concentrer en mangeant, la pleine conscience de manger. Alors, du coup, oui, chez l'enfant, pour l'éducation à l'alimentation, déjà, même sans écran, l'enfant, il mâche pas. Tous les parents le savent, il mâche. Peut-être que les parents mâchent pas bien non plus, mais il ne peut pas analyser ce qu'il mange, il ne peut pas être concentré sur la nature des aliments qu'il mange, il ne peut pas développer son goût et ses appréciations des goûts et des textures, et effectivement, il ne va pas être en pleine conscience. Et donc, comment tu veux faire un apprentissage chez l'enfant de la qualité de ce qu'il mange, des saveurs et de ce que ça réveille dans son cerveau, si tu le mets devant un écran? Alors, tu peux lui faire des pâtes tous les jours, ça ne changera rien. De toute façon, il n'est pas concentré sur ce qu'il mange, ce qui est pratique, mais en termes d'éducation à la santé, c'est un peu une catastrophe quand même. Merci, je voulais vraiment insister sur ce message, même si c'est une petite bifurcation. Ouais. Tu nous as parlé justement de la flore intestinale à la fin du processus de digestion, enfin en tout cas vers la fin. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est la flore intestinale, ou qu'on appelle aussi le microbiote, et quel est son rôle au sein de notre santé? Ouais. Alors le microbiote, donc c'est... Des milliards de petits êtres vivants qui sont de l'ordre de l'unicellulaire, d'une seule cellule. On va y trouver essentiellement des bactéries, mais pas seulement. On va retrouver aussi des virus et des champignons, même si c'est essentiellement des bactéries, ce n'est pas que des bactéries. Et on en a à peu près 50 000 milliards dans notre intestin. On a plus que le nombre de cellules qu'on a dans notre corps. Donc, on a plus de... Le microbiote en nombre d'individus, il y a plus d'individus cellulaires dans notre intestin, dans notre microbiote, que de cellules qui composent tout notre corps. Alors, c'est des cellules beaucoup plus petites que nos cellules. Les virus sont beaucoup plus petits que nos cellules, mais en nombre d'individus, c'est beaucoup plus élevé. Et le microbiote, ces milliards de bactéries vivent en symbiose avec nous. Alors, il n'y a pas que des bactéries symbiotiques. On a tout un ensemble, c'est un écosystème. Donc, on a tout un ensemble d'individus, de bactéries, de virus et de champignons qui vivent au sein donc d'un écosystème qui est ce microbiote. Et dans cet écosystème, il y a des interactions et il y a des régulations intérieures. L'objectif, c'est que nos bonnes bactéries régule les mauvaises, mais on n'a pas que des bonnes bactéries, c'est impossible. On en a des bonnes et des moins bonnes, des relativement neutres, des très virulentes et très méchantes. Et l'objectif, c'est que les bonnes régulent les mauvaises et qu'elles soient dominantes. Et les bonnes, c'est celles qui sont en symbiose avec nous et elles sont hyper importantes pour notre santé. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont été faites, je vais utiliser du coup des termes un peu techniques, mais sur des souris qui sont des souris axéniques. Axéniques, ça veut dire qu'on a stérilisé leur intestin. Il n'y a plus du tout de bactéries. Eh bien, ces souris sont en sous-poids. Elles sont dans la maigreur. Et pour avoir une souris qui a un poids sain, il faut qu'elle ait un microbiote sain. Et si le microbiote est présent mais qu'il est malsain, on a des souris obèses. Et donc, on voit qu'en fonction de la qualité de la flore de notre souris, on va en avoir une beaucoup trop maigre, en sous-poids, parce qu'elle n'arrive pas à assimiler, une qui va être dans l'obésité, et que c'est quand on a un microbiote symbiotique qu'on est à l'équilibre. Donc, notre microbiote est vraiment symbiotique. Ça veut dire qu'on lui offre un hébergement et de la nourriture, mais il a un rôle sur notre santé, un rôle véritable. C'est pas
que quand il est déséquilibré, il nous apporte des mauvaises choses et de l'inflammation et des pathologies. C'est que quand il est équilibré, il participe à notre santé activement et il va réguler aussi les pathogènes. Donc, c'est aussi important. Ouais. Mais du coup, ça a un véritable impact aussi sur notre humeur. Ah bah oui. Oui, ça a un véritable impact sur notre humeur. Et pareil, encore une fois, pour de multiples raisons. C'est-à-dire que notre microbiote, s'il est bien équilibré, d'abord, on arrive à se nourrir correctement. C'est-à-dire que l'assimilation de nos nutriments est correcte. Or, on sait que notre cerveau, pour bien le nourrir, il faut une bonne assimilation. Si on n'assimile pas bien les nutriments, on ne va pas bien fabriquer nos neurotransmetteurs. Et donc, on va impacter de façon importante notre performance. Donc, notre microbiote, quand il est sain, il participe à une bonne assimilation et il participe, du coup, à une bonne qualité de production de nos neurotransmetteurs et un équilibre de notre humeur et de notre performance, puisque nos neurotransmetteurs gèrent notre humeur et notre performance. Pour rappel. Pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit, donc s'il y a un déséquilibre intestinal, nécessairement ça a un impact sur toutes nos capacités cognitives. C'est pas juste, on a tendance à penser que on a une mauvaise digestion, peut-être on va avoir des selles molles, je sais pas, des choses un peu mal au ventre, mais non, ça a un véritable impact sur l'intégralité de nos fonctions et au particulier ou notamment sur tout ce qui est cognitif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les diarrhées, les constipations, les douleurs ou les ballonnements, ce sont que des signes qui nous disent que c'est dérégulé. Mais il y a énormément d'impact sur l'ensemble de notre santé et sur la qualité des performances de notre cerveau. Et pas que, de notre immunité et de la performance aussi musculaire, sur l'ensemble de nos fonctions, en fait. Pour apporter aussi un peu un cas pratique à nos auditeurs, parce qu'on est quand même un peu technique, et tant mieux, c'est ça l'objectif du podcast. Mais pour imager un peu, donner une analogie, par exemple, quelqu'un qui mangerait tous les jours un peu sur le pouce, un sandwich, qui boit un café à la fin du repas, qui prend pas le temps justement de bien mâcher, et qui mange aussi assez peu varié. Quel est l'impact sur sa performance en détail est-ce qu'il va avoir du brouillard mental? Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails pour que ça devienne plus concret pour les gens? Oui. Alors, je vais donner plusieurs possibilités et plusieurs cas. Par exemple, les gens qui vont beaucoup grignoter ou qui vont manger des sandwichs un peu triangle au pain de mie avec un index glycémique très mauvais. Là, le risque sur la performance, c'est l'aspect plutôt glucidique, c'est-à-dire les pics insuliniques avec derrière la fatigue, l'hypoglycémie, c'est ça, l'hypoglycémie réactionnelle et du coup la fatigue globale, mais la fatigue aussi mentale. Et donc la nécessité de remanger pour rebooster le cerveau. Et donc on va pas avoir une capacité cognitive linéaire tout au long de la journée. On va avoir des gros passages à vide. Et puis il va falloir manger pour essayer de remonter. Et donc on va vraiment avoir une journée peu efficace et surtout pas linéaire dans la capacité qu'on va pouvoir donner à notre concentration ou à notre capacité d'action. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi donc, la qualité de ce qu'on va manger. Par exemple, sur le pouce, qui dit sur le pouce, si tu manges une banane ou un avocat avec quelques petites tomates, c'est aussi sur le pouce. Et ça, ça va être hyper qualitatif. Pas de problème, pas de pic de glycémie. Et plutôt des choses très revitalisantes qui apportent beaucoup de nutriments et entre autres des antioxydants et des vitamines, des minéraux qui vont plutôt soutenir du coup nos performances. Et peut-être ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que pour la performance du cerveau, c'est pas des calories qu'on a besoin d'amener. C'est pas du sucre pour booster notre cerveau, parce que le sucre, on a une glycémie qui est censée être stable à 0,8 grammes par litre. Ça, c'est une bonne glycémie de quelqu'un qui va très bien. Et notre corps sait maintenir cette glycémie, qui est la glycémie qui nous permet d'avoir toutes nos capacités cérébrales. Si on n'arrive pas à maintenir cette glycémie, c'est parce qu'on est venu la perturber par notre mode de vie et surtout notre alimentation. Donc, en soi, si on ne prend pas de sucre, le corps, il sait maintenir cette glycémie. Il sait fabriquer le sucre pour être sur cette glycémie de 0,8. Il peut le fabriquer à partir de protéines, mais il peut aussi le fabriquer à partir des réserves de glycogène dans notre foie. Et il peut aussi
le produire à partir des réserves de lipides. Et donc, on a la capacité, sans manger de sucre, de maintenir cette glycémie. Et si on maintient cette glycémie par nos ressources internes, on n'a jamais de pic d'hyperglycémie, jamais. Notre corps, il s'arrête à la glycémie dont notre corps a besoin. Donc, et ce qui est super intéressant, c'est que ça joue sur notre concentration, mais ça joue aussi sur notre mémorisation, sur notre gestion du stress et sur la prise de décision. Parce que quand on est en pic de glycémie, puis que ça redescend, enfin le taux de sucre redescend dans le sang brutalement, on a une vraie fatigue cognitive, on a du mal à se concentrer, on est en incapacité de mémoriser quoi que ce soit, on monte en stress et du coup, on a une prise de décision qui est beaucoup moins rationnelle, beaucoup moins objective. Tout à fait. D'où l'importance, effectivement, d'une alimentation saine quand on est au travail notamment. En tout cas, c'est encore plus important. Et j'aimerais bien aussi que tu abordes la gestion du stress quand on mange, parce que ça fait un double pic de glycémie avec le cortisol. Tout à fait. Surtout alors que ce soit le stress adrénergique ou cortisolique, mais le cortisol, en fait, va faire en sorte de monter notre glycémie de façon artificielle pour faire face au stress quotidien auquel on est soumis. Et ce cortisol va donc avoir plutôt une influence de faire monter constamment la glycémie. D'accord ? Et donc là, effectivement, on va avoir tendance à avoir envie de manger gras et sucré. Et là, on rentre dans le yo-yo de la glycémie. Donc la gestion du stress, pour pouvoir gérer correctement notre alimentation, dans les affinités qu'on va avoir, c'est-à-dire ce dont on va avoir envie, quand on est stressé, sous stress cortisolique, donc peut-être pour décoder ça, le stress cortisolique, c'est le stress chronique. C'est celui qui ne nous quitte pas toute la journée. C'est pas le pic d'adrénaline, le petit stress de « vite, faut appeler quelqu'un, faut gérer un projet, un dossier avant ce soir ». Ça, c'est un petit coup d'adrénaline. Pas de souci. Au contraire, on n'a pas envie de manger, on est hyper focus. L'adrénaline mobilise notre cerveau et ça, c'est le bon stress ponctuel qui nous permet de nous mobiliser à 100% dans l'urgence. Pas de problème. Le stress cortisolique, c'est l'entrepreneur qui va être soumis continuellement à un stress, jour et nuit. Il se couche avec son stress, il se lève avec son stress, et ça le suit toute la journée, jour après jour. Et là, il est dans le stress cortisolique. Donc, celui qui ne lui permet pas de gérer correctement son alimentation et sa glycémie. Donc, il faut sortir de ce stress chronique, déjà, pour arriver à faire des meilleurs choix alimentaires. Et là, il y a toutes sortes de stratégies d'accompagnement qui permettent d'en sortir, que ce soit phytonutritionnel, donc il y a des plantes, des oligo-éléments, des choses qui peuvent aider à gérer ce stress cortisolique, et ça doit être accompagné d'une gestion, d'un coaching ou d'une gestion d'organisation, psycho-émotionnelle, d'organisation et de gestion psycho-émotionnelle dans son organisation de son activité, en fait. Parce que finalement, c'est un cercle vicieux entre on mange pas hyper bien de façon optimale, en tout cas, donc ça accentue le stress. Et plus on est stressé, plus on déséquilibre notre microbiote, et plus on a envie de manger gras et sucré, ou salé selon les personnes. Et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'installe sur le très long terme, ou moyen terme selon les personnes. On tombe sur un potentiel diabète de type 2. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus on est stressé, moins on gère bien notre alimentation, plus on déséquilibre notre microbiote, et plus ça impacte effectivement profondément notre santé. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va agir. C'est que ce que l'on vit a des répercussions au niveau hormonal, a des répercussions sur notre comportement, et ce comportement qu'on met en place a des répercussions sur notre microbiote, mais aussi de façon directe sur nos capacités cognitives, puisque du coup, notre alimentation ne nous permet pas d'avoir l'ensemble des nutriments nécessaires pour que notre cerveau fonctionne correctement. Et qu'est-ce qu'on peut répondre justement à des personnes qui vont être confrontées à cette situation et qui vont dire « mais de toute façon, je n'ai pas le temps, je ne suis pas en mesure de changer mon temps du midi, mes habitudes, etc. Et donc, c'est la seule solution, sinon de toute façon, je ne me nourris pas, etc. etc. » Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme peut-être entre guillemets des astuces dans un premier temps, même si évidemment c'est une refonte, une réorganisation, il faut être suivi par des coachs, etc. Mais peut-être des choses pratiques qui peuvent être mises en place rapidement. Oui. Alors, c'est finalement beaucoup plus facile que ce qu'on croit. C'est plutôt justement la gestion de nos affinités alimentaires qui est compliquée. Parce qu'en soi, manger sainement, rapidement le midi, c'est pas compliqué.
On n'a pas besoin de faire un gros repas le midi. Ce qu'il faut, c'est manger en rapport avec le temps qu'on arrive à y accorder et manger en faisant un vrai break. Mais ce break, il n'a pas besoin d'être long. On peut faire un break d'1 quart d'heure. Ça suffit pour manger un avocat, des petites tomates, de la mâche. Ça ne prend pas de temps de préparer de la mâche ou de se prendre une endive ou de prendre des rondelles de concombre comme ça et de les croquer. C'est hyper bon. On n'a pas besoin de se mettre à faire de la grande cuisine. C'est hyper simple. C'est plutôt les affinités vers lesquelles on va et de s'autoriser à manger des choses simples et pas préparées, mais qui vont être hyper qualitatives. Et souvent, ça, on ne se l'autorise pas, en fait. Déjà, on ne s'autorise pas forcément à prendre 10 minutes ou 1 quart d'heure pour manger. Et on a l'impression que pour manger vite, il va forcément falloir manger un sandwich. Mais non, on peut manger vite un avocat, on peut même manger vite 2 bananes. C'est rapide de manger 2 bananes. Oui, mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis et c'est important. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est d'avoir des réflexes différents, un peu de changer son prisme en fait, changer ses habitudes, mais justement pas forcément l'entendre comme je vais révolutionner mon quotidien, il va falloir que je fasse mes repas à l'avance, etc., etc. Évidemment, si c'est possible, allons vers là par la suite, mais en tout cas dans un premier temps, c'est pas ça, c'est avoir juste revoir les choses, avoir un nouveau prisme en fait. C'est ça, et de manger de façon simple, manger sainement, c'est pas compliqué. C'est simple. Et aussi d'être bien conscient que ce sandwich qu'on va manger sur le pouce, on ne va pas le digérer et qui va nous servir à rien, si ce n'est déstabiliser notre glycémie. Et il vaut mieux parfois boire un jus de légumes, et juste ça, si on n'a vraiment pas le temps, mais de prendre le temps de le boire. C'est pas un verre d'eau, un jus de légumes. D'accord ? Faut prendre le temps de le boire et de se dire que on mange plus le matin et on mange plus le soir. Et c'est pas grave. Le lion, lui, il fait une sieste après manger. C'est pas un problème. Donc on peut aller se coucher, c'est pas grave. C'est le global de notre journée, qu'il soit équilibré et qu'on mange quand on est détendu et capable de digérer. C'est bien plus important que de se dire non, il faut que je mange le midi absolument parce que le soir, il faut que je mange léger. Oui, dans l'idéal, mais finalement, si on n'a pas mangé le midi et qu'on mange un repas un peu plus copieux le soir, si le repas est sain, qu'on utilise des choses digestes et qu'on le mâche bien, finalement, c'est pas si grave. C'est beaucoup plus grave de mal manger le midi ou de pas prendre le temps quand on mange de manger. C'est quand on mange, prendre le temps de manger. C'est ça surtout. Je vais juste donner l'exemple d'un client que j'ai eu qui était prothésiste dentaire. Et donc, les prothésistes dentaires, entrepreneur, avec son propre labo de prothèses dentaires. Et à 16h, il faut qu'ils aient fini pour aller livrer les dentistes pour les rendez-vous du dentiste le lendemain. Et donc, il ne peut pas reporter à 16h, il doit avoir fini ses commandes pour aller les livrer. Il n'avait jamais eu le temps de manger le midi. Et donc, on a pris la décision, on a mis en place que le midi, il arrêtait de manger ses sandwichs et il ne faisait que boire du jus de légumes. Et donc, là, il était vraiment, vraiment très bon parce qu'il le faisait lui-même. Donc, tous les matins, il se faisait une grande quantité de jus de légumes. Et c'était son repas du midi. Il se prenait 2 grands verres de jus de légumes. Il prenait le temps de le boire. Alors, pas en une fois, mais peut-être en 2 fois. Et en fait, ça a réglé énormément de ses problèmes. Et il s'est autorisé un repas digeste, mais de manger correctement le soir. Et il a été en bien meilleure santé. Et surtout, il était plus stressé par le temps de se dire qu'il fallait qu'il trouve le temps de manger. Et ça lui mettait un stress supplémentaire dans son organisation. Le fait d'accepter que non, il n'avait pas forcément besoin de manger, que de boire un jus de légumes qui était hyper revitalisant, qui du coup lui donnait beaucoup d'énergie et était sain pour lui, ça lui a permis d'équilibrer sa santé, d'être beaucoup plus autonome, beaucoup moins stressé et de livrer à temps ses clients dentistes. Voilà, donc c'était un bel exemple pour montrer qu'on peut être entrepreneur, manger de façon qualitative le midi sans prendre trop de temps, et de rester en pleine forme et dans la performance, dans l'action de son entreprise. Alors, c'est passionnant, mais si je me fais l'avocat du diable, les gens qui attendent le midi pour justement avoir un peu une récompense gustative et d'avoir l'impression aussi de se sentir rempli, parce que c'est pas quand on mange un avocat, une banane, des petites tomates cerises, oui, ça c'est le repas naturel, et voilà. Mais beaucoup de gens, si on leur dit ça, ils vont être hyper frustrés, et pour eux, ça va pas être une vraie pause plaisir. Comment on fait avec ces gens-là, qui, je pense, représentent une grande majorité des gens,
pour qu'ils puissent adopter des nouvelles habitudes tant qu'ils ne sont pas encore au pied du mur. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est quand on est au pied du mur, quand on commence à voir qu'il y a des problèmes de santé, qu'on se met à adapter notre alimentation parce qu'on n'a pas le choix. Mais comment on fait pour prévenir ça ? Là, pour le coup, c'est une vraie réforme dans son organisation. C'est un processus qui doit être mis en place progressivement dans la qualité quotidienne de l'alimentation et pas que le midi. Du coup, c'est vraiment de gérer son alimentation de façon globale pour aussi que le rapport à l'alimentation change, que les besoins changent. Et donc, effectivement, il ne faut pas vouloir révolutionner du jour au lendemain. Ce que je vous ai donné, c'est vrai, c'est des exemples à terme qui montrent que c'est possible. Mais comment on arrive à ça ? Forcément, ça veut dire reprendre tout le rapport à l'alimentation qu'on a progressivement. C'est-à-dire qu'il faut commencer par intégrer des légumes dans son alimentation. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui mange jamais de crudité, tu vas pas pouvoir lui conseiller de manger du concombre, de la mâche et des tomates cerises le midi. Donc, il faut déjà changer progressivement son rapport à l'alimentation et sa qualité, et que ce qu'il arrive à faire le week-end, il l'intègre progressivement en semaine, et que ce qu'il arrive à faire en semaine, il l'intègre progressivement le midi sur son lieu de travail. Mais il ne faut pas commencer par la chose difficile en se disant qu'on va tout de suite l'intégrer sur son repas de midi, si déjà il n'a pas mis en place des choses dans sa vie de façon générale, pour lui, pour sa famille, le week-end, le soir. Ne serait-ce que de commencer déjà par intégrer des crudités, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ou au moins, parce que tout le monde ne les supporte pas, au moins des légumes cuits mais al dente et pas surcuits. Le fait juste d'abandonner les plats tout faits, bien trop riches en sucre et en féculents blancs, en fait, c'est de commencer à amener du complet dans son alimentation ou du semi-complet. Mais bien sûr que tout ça, on y vient progressivement. Si on n'a jamais mangé complet, la première fois qu'on mange du riz complet, oui, ça change, hein, c'est pas le même goût que du riz blanc. Et pareil pour les pâtes. Donc, les changements se font forcément progressivement et il faut que ce changement qu'on amène progressivement se répercute aussi sur le repas de midi. Et juste peut-être préciser, parce que c'est pas évident, que c'est important de se faire accompagner, parce que c'est quand même très difficile d'un point de vue moral, psychologique. Comme tu dis, ça change plein de repères, parce que quand on mange du riz sauvage au lieu du riz blanc, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas les mêmes effets aussi. Parce que le riz blanc, tout de suite, on va avoir un pic de glycémie, de l'excitation, et puis après, on va avoir une décompensation. Donc, juste ne pas culpabiliser, c'est très difficile de changer son alimentation. Ça a un véritable impact, c'est ça qui est motivant, mais c'est aussi pour ça qu'il faut être accompagné, parce que ça se fait dans la durée et c'est pas que la volonté. C'est ça que je voudrais juste spécifier. Alors, oui, tout à fait, tu as raison. Il faut vraiment, vraiment amener cette notion. C'est qu'il y a des réactions physiologiques. Et si quelqu'un est stressé, c'est normal qu'il ait envie de manger du sucre, c'est normal qu'il ait envie de manger des féculents, c'est normal qu'il ait envie de manger sa tablette de chocolat ou d'acheter une pâtisserie en sortant de son travail. C'est normal. Maintenant, le fait de le comprendre, effectivement, ça permet de déculpabiliser et d'apporter progressivement les processus qui vont faire qu'il va avoir de moins en moins envie de ça. Et puis, c'est tellement complexe que il y a plein de façons d'aborder les choses. Est-ce qu'il va falloir gérer le stress de la personne, le stress chronique, parce que c'est ce cortisol qui l'amène à vouloir sa pâtisserie? Ou est-ce que, à force d'avoir mal mangé, c'est son microbiote qui est déstabilisé et c'est son microbiote qui l'incite à aller prendre du sucre? Par quel bout on va le prendre? Tout seul, on va pas savoir le déterminer. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de se faire accompagner, parce que sinon, on peut tester plein de choses, et entre autres des choses qui marchent sur son voisin et qui marchent pas sur nous. Donc, de comprendre la naturopathie, et on en revient à ça, hein, la prise en charge globale, que fait le naturopathe, c'est de comprendre ce qui se passe pour la personne qui vient consulter, et donner une stratégie qui lui est adaptée. On va pas du tout utiliser la même stratégie pour quelqu'un qui mange du sucré parce qu'il a un déséquilibre de microbiote que quelqu'un qui mange du sucré parce qu'il est stressé. Et le tout, c'est pas juste de prendre un probiotique. Ça sert à rien. Surtout sur un stress cortisolique, ça sert à rien du tout. Et même au contraire, ça peut augmenter les ballonnements et créer en fait du symptôme. Donc c'est pas du tout ça la stratégie, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe et multifacette. Et donc c'est vraiment, vraiment important de se faire accompagner.
Et la compréhension de tout ce mécanisme est super importante. Ce que je trouve intéressant aussi, ça me fait penser à j'ai envie de reprendre une analogie d'un de nos précédents invités, le docteur Desjagers, qui nous faisait une analogie avec la voiture en disant que voilà, on entretenait correctement notre voiture et on n'entretenait pas correctement notre corps. Et justement, là, c'est un peu pareil quand on expliquait le fait que potentiellement se dire les concombres, ça donne pas envie, etc. Certes, mais il n'empêche que quand on va ça ne viendrait pas à l'esprit de mettre une huile ou une essence de mauvaise qualité dans notre voiture alors qu'on se met une alimentation de mauvaise qualité. Donc en fait, notre essence à nous, c'est l'alimentation. Donc peut-être qu'en le mettant en exergue de cette façon-là, ça peut parler davantage aux gens, mais en tout cas, voilà, c'est se dire, en fait, c'est fou de faire ça, alors que, à contrario, pour notre voiture, ça nous viendrait même pas à l'esprit. Oui, tout à fait. On peut pas demander à notre corps d'être performant sans lui amener l'alimentation de la performance. C'est pas possible. Ça fonctionne pas. Et tu disais que manger un concombre, c'est pas forcément très sexy ou ça donne pas envie. Ça dépend pour qui, en fait. Ah oui, moi j'adore. Parce que moi, oui, pareil, j'adore le concombre. Et le matin, aujourd'hui, alors je sais pas, c'était pas le cas avant de faire de la naturopathie, donc aujourd'hui, c'est vrai que on est forcément entre gens avertis, initiés, où on a déjà fait un chemin. Ça nous parle. On se dit, ouais, le concombre, moi j'adore manger du concombre le matin. Le matin, c'est endive ou concombre ou mâche ou carotte râpée. Enfin, j'adore. Et en fait, le matin, sans crudité, je suis malheureuse. C'est pour dire, si aujourd'hui ça vous parle pas, ça vous parlera demain. Mais c'est un chemin. Et j'ai quand même envie de raconter une histoire que nous avait racontée Alain Rousseau. Il nous avait donné l'exemple, c'est une expérience qui a été faite. On a fait faire une course à différentes personnes le long d'une rue, et d'un côté il y avait une boulangerie et de l'autre côté il y avait un étal de fruits et légumes. Et arrivé au bout de la course, on a demandé aux gens s'ils avaient repéré un magasin ou s'ils avaient repéré quelque chose sur leur trajet. Et il y a des personnes qui n'avaient repéré que la boulangerie et des personnes qui n'avaient repéré que le magasin de fruits et légumes. Donc en fait, on repère et on est attiré par ce qui nous parle. Ah, c'est super intéressant, voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que notre microbiote aussi nous dit, parce que quand on a une candidose, on est attiré par le sucre et c'est un espèce de cycle infernal, quoi. Et on va repérer toutes les boulangeries, parce qu'on aura super envie de rentrer dans une boulangerie, de s'acheter une pâtisserie. Et celui qui a un microbiote sain, il aura super envie de légumes et il va repérer tous les étals de fruits et de légumes. Il y a quand même une question de libre arbitre là-dedans. On n'est plus le libre arbitre de nos choix alimentaires et autres d'ailleurs, parce que ça a un impact, on l'a vu, sur toute une cascade de choix. Mais c'est vrai que c'est un peu flippant de se dire qu'on est dépendant de nos hôtes, comme tu dis, qui sont dans notre flore intestinale et on perd notre pouvoir de décision. Alors, c'est surtout de se rendre compte, du coup, qu'on n'est pas tout seul dans notre corps. C'est intéressant quand même. C'est dit, oui, on vit avec un symbiote et il nous dit ce qu'il a envie de manger aussi et ce dont lui, il a besoin. Et les bonnes bactéries, elles ont besoin de fibres. Donc, la pâtisserie, ça les intéresse pas. Ah, mais par contre, il y a un microbiote déstabilisé qui va contenir beaucoup de champignons. Il va être très attiré par le sucre et il va vous dire que vous avez besoin de sucre et il va tout faire métaboliquement parlant pour créer un contexte qui fait que vous avez envie d'aller manger du sucre. Et comment... Oui, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on se dit, mince, mais moi qui croyais que j'aimais le sucre, non, le jour où votre microbiote il est équilibré, vous en avez plus du tout envie. Et c'est dingue se dire ça. Les gens qui arrivent et qui disent, mais moi je suis une bouche sucrée, j'ai toujours aimé le sucre. Oui, mais t'as peut-être toujours eu un microbiote déstabilisé. Alors, c'est à la fois flippant, je suis d'accord, mais en même temps rassurant. Et c'est l'apport de la déculpabilisation. Ok, je peux agir dessus en faisant un travail de fond, mais finalement, je ne suis pas la seule ou le seul à décider parce que je ne suis pas tout seul dans mon corps. Et donc, oui, je suis influencée fortement par ce microbiote. Et peut-être on peut se demander, mais comment ce microbiote fait-il pour nous influencer ? Eh bien, il crée un contexte. C'est-à-dire que ces bactéries, elles, ou ces champignons, ils produisent des molécules. Pour vous donner un exemple, on a identifié à peu près 100 molécules différentes des candidats albicans qui étaient produites par le candidat, qui se retrouvent dans notre sang et qui interagissent avec notre métabolisme.
sur notre cerveau, sur nos cellules pour créer une résistance à l'insuline et nous donner envie de manger du sucre. C'est des interactions chimiques. Enfin, vous vous rendez compte, je pense même pas qu'on sache comment, à de multiples niveaux, ce candidat albicans agit sur notre biochimie interne. Il va se rendre invisible de notre immunité pour pouvoir mieux proliférer. Donc, il va interagir avec notre système immunitaire, il va interagir avec notre cerveau, il va interagir avec les cellules de notre corps pour créer une résistance à l'insuline, il va interagir avec notre système hormonal. Là, je pense, tu sais à quoi je pense? Aux boîtes comme, je ne sais pas si je peux les citer, bref, des grandes multinationales qui mettent à disposition plein de snacks sucrés, des boissons gazeuses sucrées, etc. à leurs collaborateurs. Mais tu imagines l'impact sur leur performance globale et donc la performance de l'entreprise à un moment donné, quoi. Même les causes de burn-out potentiellement et tout, ça peut aller super loin. Oui, et puis moi, ça me fait penser aussi de manière encore plus développée par rapport à l'aspect entrepreneurial. C'est même ne serait-ce que dans les stations-service, etc. On s'arrête alors qu'on a roulé pendant 2 heures. Donc justement, on a besoin de cette pause pour retrouver de l'énergie, etc. Et à la station-service, on n'a que des barres chocolatées, des chips, des bonbons, des choses. Et il faut vraiment creuser pour arriver à trouver un fruit ou un légume. Donc, ouais, c'est faut tout repenser. C'est lié avec le circuit de la récompense ou pas? Justement, est-ce que notre microbiote a un lien, agit sur notre circuit de la récompense? Parce que finalement, manger du sucre, c'est la récompense. Je rebondis sur le candidat albicans, c'est pour ça. Je réfléchis si ça a un lien de façon directe. En tout cas, le circuit de la récompense fait interagir la dopamine. Et la dopamine, 50% de la dopamine est produite au niveau de notre intestin. Et on a besoin de la dopamine pour la performance, je le précise. Oui, c'est ça. La dopamine, c'est ce qui nous permet le matin d'allumer notre cerveau et de créer l'envie. L'envie de faire et de réaliser, c'est la dopamine. Si on n'a pas de dopamine, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se lever le matin et on n'a pas envie de faire de projets et on n'a pas envie de faire. Ça, c'est la dopamine. C'est ce qui va vraiment nous donner l'envie. D'où le lien. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, s'il y a un dérèglement, forcément, tout se déséquilibre. Et on l'a un peu exprimé déjà, mais ce qui est fou, c'est que, ok, il y a physiologiquement, déjà, il peut y avoir des explications en fonction de notre microbiote, etc., avec peut-être une perte de libre arbitre par rapport à ça. Mais en plus de tout, il y a le monde dans lequel on vit aujourd'hui, notre mode de vie moderne, qui accélère encore plus ce déséquilibre-là et fait que, donc, on va être amené on va être dans une vie rapide, on n'a pas le temps de se poser, etc., etc. Toi, est-ce que dans ton métier de naturopathe, par rapport à tes consultations, tu t'es rendu compte que peut-être, par rapport au début de ta carrière et maintenant, est-ce que tu as vu des choses qui ont évolué en ce sens? Donc j'imagine même qui se sont aggravées un petit peu. Est-ce qu'il y a au niveau des déséquilibres intestinaux, est-ce qu'ils sont de plus en plus fréquents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se voit par rapport à notre vie? Alors, ça fait 15 ans que je suis naturopathe et que j'exerce en cabinet. Et en 15 ans, ce qui me frappe le plus, vraiment dans l'évolution des problématiques, on va dire que sur les adultes, ça change pas tellement. Mais ce que j'observe chez les jeunes, chez les enfants, chez les ados, c'est qu'il y a quand même vraiment une accélération de problèmes qui sont sévères. C'est-à-dire qu'avant, j'avais aussi des ados, mais la gravité des problématiques pour lesquelles ils viennent consulter aujourd'hui est très différente de celle d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était des problèmes plus classiques, on va dire. Des maux de ventre. Mais aujourd'hui, c'est des enfants qui ont des problématiques sévères, qui sont déjà, on va dire, diagnostiqués par les médecins sur des rectocolites hémorragiques ou sur des problématiques beaucoup plus profondes d'allergie, de dépression. On peut dire qu'il y a plein de contextes qui peuvent expliquer la dépression, mais c'est pas que. Alors, on va parler de toute la période qu'on a connue au moment du Covid, qui a pu, chez certains ados, créer des problématiques liées à l'isolement et à la désociabilisation des ados à un moment particulier de leur développement social. Mais aujourd'hui, c'est au-delà de ça. On voit des dépressions, mais qui sont liées à des terrains, en fait. Peut-être là, ça demande quand même quelques explications physiologiques pour pouvoir comprendre ce lien. Pareil, au niveau de notre microbiote,
On a parlé des neurones entériques et de la relation au microbiote de ces neurones entériques. Mais les neurones entériques, on a parlé de la performance avec la dopamine, mais ils produisent aussi selon les sources, de 80 à 95% de la sérotonine de notre corps. Et notre cerveau produit aussi de la sérotonine. Donc, pour rappel, la sérotonine, c'est un de nos neurotransmetteurs, comme la dopamine. Sauf que la sérotonine, elle est là pour nous apaiser, pour qu'on se sente bien, serein, tranquille. D'accord ? C'est pas pour le sommeil. La sérotonine, c'est juste pour se sentir dans le bien-être. Et pourquoi c'est l'intestin qui produit 80 à 95% de la sérotonine ? Parce que cette sérotonine qui est produite par nos neurones entériques va remonter jusqu'à notre cerveau et apaiser notre cerveau. Donc si l'intestin va pas bien, s'il n'y a pas d'adéquation entre notre microbiote et nos neurones entériques, ces neurones entériques produisent pas la sérotonine et ils n'apaisent pas notre cerveau. Et donc, on se retrouve dans des dépressions. Autant chez l'entrepreneur, ça peut être de la dépression liée qui suit un burn-out. On est plus dans le burn-out de l'entrepreneur. Mais chez l'ado, on n'est pas dans le burn-out. On est vraiment dans la dépression liée à un déséquilibre du microbiote et un déséquilibre, du coup, au niveau de tout ce qui est cognitif et psycho-émotionnel. Pourquoi les ados d'aujourd'hui auraient un moins bon équilibre psycho-émotionnel ? Ils sont confrontés aux mêmes problématiques, celui de passer du monde de l'enfance au monde de l'adulte, de s'intégrer dans la société, de gérer le rapport aux autres, de s'intégrer dans un groupe. Mais ça existe depuis toujours. Pourquoi les ados d'aujourd'hui auraient plus de problèmes que ceux d'hier ? C'était pas plus facile pour les ados d'hier. Seulement pour les ados d'aujourd'hui, oui, c'est plus difficile parce que leur microbiote est beaucoup plus déstabilisé, ce qui explique le fait que j'ai beaucoup plus en cabinet de pathologies dégénératives ou de pathologies graves au niveau de l'intestin, mais aussi au niveau cutané, des eczémas très sévères, des allergies. Et quels sont les signaux d'alerte d'un déséquilibre intestinal ? Parce que c'est pas toujours évident pour les personnes de se rendre compte quels sont les signaux avant-coureurs qui les mènent vers une maladie potentiellement grave à cause d'une maltraitance du système entérique. Oui. Alors, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent alerter. Déjà, c'est pas normal qu'un enfant ait mal au ventre. Et c'est important à dire. Il faut vraiment appuyer. Ce n'est pas normal qu'un enfant ait mal au ventre. Non, ce n'est pas normal. Et c'est pas parce qu'il fait du cinéma. S'il dit qu'il a mal au ventre, il faut partir du principe qu'il a mal au ventre. Même si c'est lié au stress, en fait. Et je peux parler d'expérience pour le coup, parce que alors, on n'arrive pas à la naturopathie par hasard, et j'ai eu mon propre parcours. Et effectivement, j'ai eu très très mal au ventre toute mon enfance. Et j'ai fini par une rectocolite hémorragique qui m'a menée, entre autres, à la naturopathie. Et aujourd'hui, j'en suis totalement sortie. Depuis longtemps maintenant, depuis 15 ans, depuis que je fais de la naturopathie. Alors, je dis pas que c'est aussi miraculeux pour tout le monde, mais pour le coup, pour moi, ça l'a vraiment été. Donc, il y a une vraie piste de la naturopathie sur la santé intestinale, même sur des choses qui peuvent être lourdes. En tout cas, ça participe au rétablissement ou à la récupération dans un processus, on est d'accord, d'accompagnement allopathique, bien entendu. Mais ça y participe et ça permet un jour, du coup, de s'en sortir et de retrouver une vie normale. Du coup, les signaux d'alerte. Et du coup, oui, les signaux d'alerte, du coup, c'est vraiment déjà de prendre en considération les douleurs de ventre de l'enfant, même si c'est encadré d'un stress d'une peur de l'école, d'un stress pour les examens, pour les collégiens, peu importe. Mais ça, c'est le premier signal. Mais chez les adultes aussi, non ? Et chez les adultes aussi, bien sûr. Bien sûr. Le nombre d'adultes qui ont mal au ventre ? Ah oui. Enfin, moi, pour travailler avec beaucoup de dirigeants et d'athlètes aussi, olympiques, les maux de ventre, c'est quand même hyper fréquent. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont aucune douleur de ventre dans leur vie. Enfin, c'est quand même, je pense, le mal le plus courant. Ouais, mais souvent, on va avoir tendance à dire que pour les enfants, c'est un peu du cinéma. Donc, c'est vrai que c'est malheureusement. Oui. Donc, de façon globale ou de façon générale, les douleurs de ventre ne sont jamais à négliger, même si on estime que c'est lié au stress. Si on n'arrive pas, ou si le stress nous donne mal au ventre, c'est que le ventre n'est pas équilibré. Parce que quand le ventre va bien, le stress n'impacte pas, parce que on est
équilibré au niveau psycho-émotionnel et que du coup, tout ça, ça va s'équilibrer. On ne va pas avoir mal au ventre si on est stressé, si l'intestin va bien. Donc déjà, si on a mal au ventre dès qu'on est stressé, c'est que l'intestin va pas bien. Parce que quand il va bien, il est capable d'encaisser des pics de stress. Merci pour cette solution, cette explication, parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Oui, et surtout à négliger en disant « mais c'est parce que je suis stressée ». Oui, mais c'est pas une fatalité en fait. Mais c'est pas normal. Même en étant stressé, c'est pas normal d'avoir mal au ventre. Notre corps a une résilience incroyable. Donc s'il y a un problème, c'est que déjà on a dépassé un step important. Oui, c'est ou que notre hygiène de vie n'est pas adaptée, c'est-à-dire que nos comportements alimentaires sont pas adaptés dans ces moments de stress et donc on vient malmener notre système digestif. Ou alors, c'est vraiment juste que déjà à la base, il va pas bien parce qu'on a un mauvais héritage de vie. On va dire. Ça peut être un mauvais héritage tout court, puisqu'on sait que la mère transmet quand même une partie de sa flore intestinale à son enfant, que l'environnement aussi dans lequel il est tout petit transmet un héritage de microbiote, et qu'après, c'est l'ensemble des étapes de notre vie qui vient influencer. On sait que les antibiotiques à répétition, plus c'est jeune, plus ça impacte. Donc les antibiothérapies avant 6 mois, c'est extrêmement délétère. Les antibiothérapies avant 2 ans sont très impactantes. Plus on avance en âge, moins c'est impactant. Mais plus elles sont à répétition, plus c'est impactant quand même. Donc tout va dépendre de la fréquence. Une femme qui va avoir une année de cystite à répétition et qui va prendre 4, 5, parfois 6 fois un antibiotique sur une même année, forcément, à la fin de cette année-là, son microbiote, il est extrêmement délétère. Et là, peuvent s'enchaîner des problématiques qui sont la difficulté à la résistance au stress, des problèmes de concentration, des problèmes de difficulté de prise de poids, par exemple. Il y a les deux, il y a l'amaigrissement, mais il y a aussi la prise de poids, ça va dépendre comment se déséquilibre le microbiote, et c'est parfois le starter d'un déséquilibre alimentaire, par le déséquilibre du microbiote. Donc il y a plein de... C'est difficile, là, ces questions sont difficiles parce qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de cas particuliers. La naturopathie, on sait que c'est adapté à chacun, et donc on pourrait parler de plein de cas différents. Donc là, je donne des grandes lignes, mais on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que l'un des signaux d'alerte, c'est aussi les maux de tête ? Parce que souvent, moi, on a découvert dans notre cursus que finalement, les maux de tête étaient très liés au système digestif, au système hépatique aussi. Et pour moi, ça a été une vraie découverte. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a vraiment accompagnée et j'ai réussi à combattre des migraines comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le lien ? Oui. Alors déjà, si on en revient à cet équilibre des neurones entériques, donc du microbiote, des neurones entériques et de notre cerveau, on comprend qu'il y a un lien. Mais c'est aussi, les maux de tête peuvent être assez multiples, mais on a mal à la tête quand nos méninges s'enflamment. Et c'est ce qui circule dans notre sang, qui arrive au niveau des méninges, qui font que ça s'enflamme. Et comme c'est contenu dans la boîte crânienne, si vous avez de l'inflammation dans quelque chose de contenu, forcément, ça active des points douloureux. Et on a mal à la tête. Et ces douleurs peuvent venir effectivement de toxines qui circulent dans le sang et qui viennent inflammer nos méninges. Et dans ce cas-là, on est plutôt sur quelque chose d'hépatique. Notre microbiote, quand il est déstabilisé, on a vu aussi qu'il pouvait générer beaucoup de toxines de par la nature du microbiote. Et là aussi, du coup, c'est des toxines qui viennent circuler dans notre sang. Et si le foie n'est pas en mesure de traiter toute cette toxine, pareil, on va avoir de l'inflammation. Mais après, c'est pas les seules raisons. Donc, faudrait pas qu'on ait l'idée que quand on a mal à la tête, c'est forcément hépatique. On peut peut-être faire un petit point aussi sur la constipation. Si on est stressé, si on est de type stressé-constipé, il y a les types stressés qui ont la diarrhée, mais on a les stressés constipés. Les stressés constipés vont produire énormément de toxines par les putréfactions liées à la stagnation des matières. Et ça aussi, ça peut créer des maux de tête. Encore une fois, par exactement le même phénomène, c'est que ces putréfactions génèrent des molécules qui passent dans notre sang, qui viennent encombrer notre système hépatique et peuvent, quand il y a des débordements, créer une inflammation au niveau des méninges. Et juste si on fait un peu une liste à la Prévert, excuse-moi, mais parce que là on rentre vraiment dans le détail et c'est passionnant, mais pour donner des repères à nos auditeurs, donc il y a possiblement en signaux d'alerte, maux de ventre, maux de tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signaux d'alerte qui indiquent que notre synthèse intestinale elle est déséquilibrée ? La constipation, la diarrhée ou les ballonnements, forcément. Et pareil, encore une fois, on va dire, oui, c'est en fonction de ce que je mange. Oui, mais
C'est pas normal d'être constipé, c'est pas normal d'avoir des diarrhées et c'est pas normal d'être ballonné. Et si notre microbiote est équilibré, c'est pas parce qu'on fait un écart qu'on va avoir une diarrhée ou c'est pas parce qu'on fait un écart qu'on va être constipé. Si c'est le cas, c'est quand même déjà qu'il n'y a pas un bon équilibre de notre microbiote parce qu'il n'est pas déstabilisé sur un repas. D'accord ? C'est pas un repas qui déstabilise notre microbiote. C'est la somme de ce qu'on fait dans le temps et tous les jours. Donc c'est pareil, encore une fois, c'est plutôt rassurant. C'est pas parce qu'on fait une exception que c'est un problème. C'est ce qu'on fait tous les jours qui compte dans notre quotidien et on peut se permettre des écarts. Mais effectivement, à partir du moment où dès qu'on fait un écart, ça va pas, c'est pas normal, c'est que notre intestin va pas bien et que notre microbiote est pas équilibré. C'est important de réfléchir dans ce sens-là et pas à l'envers. Et pas à l'envers, exactement. Toi, en tant que naturopathe, qu'est-ce que tu proposes ? Quels sont les outils que propose la naturopathie en complément de l'alimentation ? Parce que l'alimentation, on l'a vu, c'est extrêmement important, mais il y a aussi énormément d'autres techniques. Oui, tout à fait. Alors, globalement, on a vu que pour bien digérer, fallait pas être stressé. Et déjà, de rentrer vraiment dans de la gestion du stress, ça va être important d'en tenir compte. Parce que pour bien digérer, il faut pouvoir gérer son stress quand on mange et bien digérer. Et là, on a vraiment des outils concrets. Par exemple, la respiration est un outil qui est hyper puissant du naturopathe. Et il y a plein de techniques respiratoires. Alors, il y en a qui vont dire « Ah non, mais ça m'énerve. » Ça m'énerve. Mais en fait, il y a plein de façons de respirer et il faut trouver celle qui est adaptée pour chacun pour arriver à gérer son stress. On sait, par exemple, si je donne un exemple, si on a une fréquence respiratoire trop élevée, avec une respiration très superficielle, on va certes s'oxygéner, mais on va libérer beaucoup trop de CO2. Or, on sait que le CO2, c'est ce qui calme notre système nerveux. Donc, quand on a une respiration très rapide et superficielle, eh bien, on augmente notre niveau de stress, voire pour aller jusqu'à l'angoisse ou à la crise de panique. Eh bien, pour ces personnes-là, commencer juste par réguler la respiration, leur apprendre à respirer et leur apprendre à respirer lentement et calmement. Et pour ça, il faut déjà, qu'ils prennent conscience que leur respiration est superficielle. Respirer de façon plus ample et moins rapide, ça s'apprend. Il faut travailler les muscles, c'est comme n'importe quel muscle qu'on fait travailler. Si on a toujours respiré de façon superficielle, les muscles de l'inspiration ne sont pas très musclés. Et donc, au début, c'est vraiment fatigant et ça demande un effort. Mais c'est comme tout. Les muscles de la respiration, c'est comme n'importe quel autre muscle, il faut l'entraîner. C'est comme quelqu'un qui mâche jamais. Au début, quand vous allez le faire mâcher, il va avoir mal au masséter. Là, c'est pareil. Les muscles de la respiration, il faut les travailler. Au début, ça va être compliqué. Donc, faut pas... Je sais pas, si vous n'avez jamais couru, vous lancez pas dans un marathon. Donc, si on n'a jamais respiré, faut pas commencer par dire aux gens alors vous allez respirer un quart d'heure. Non, parce qu'au bout de 2 minutes, ils en peuvent plus. Donc, au début, il faut qu'ils respirent 2 minutes. Mais qu'on leur apprenne comment il faut respirer. Lentement. Et surtout, lentement dans l'expire et pas se poser de questions sur l'inspire. T'inspires et t'expires le plus lentement possible. Et tu te poses pas de questions. Juste ça. Pas mentaliser la respiration, sinon comment tu veux te relaxer, c'est pas possible. Donc commencer par donner des techniques respiratoires simples pour que les gens s'entraînent. Et après, on pourra donner des exercices complexes. Mais si on commence à donner des exercices complexes aux gens, ils n'y arrivent pas, donc ils arrêtent. C'est la meilleure méthode, le meilleur moyen de tout arrêter directement, c'est sûr. Oui, si on dit il faut que tu ailles courir 1 heure. Si t'as jamais couru, t'essayes une fois, au bout de 2 minutes, t'en peux plus, puis tu vas ranger tes baskets, quoi. Là, c'est pareil. Mais c'est fou parce que justement après tu as reparlé de la mastication, mais quand on y pense, mâcher et respirer, ça semble être des choses un peu basiques et finalement pour la plupart on n'y arrive pas. Il faut vraiment qu'on y pense pour se dire comment on fait ça correctement. C'est ça, parfois je me dis c'est fou quand même parce que on a oublié les fondamentaux. Oui, les choses hyper simples et qui ont un impact énorme. Donc avant même de commencer à penser à ce qu'on va mettre dans son assiette, commencez juste par mâcher et par respirer.
Voilà. Ça c'est facile quand même. Hein. Oui, ça c'est sûr. Et ça c'est le conseil que m'a toujours donné ma mère à chaque fois. À chaque fois que je parle avec elle, elle me dit « Est-ce que tu as respiré aujourd'hui ?» Ah oui, en effet, c'est vrai, peut-être pas vraiment. Donc c'est le meilleur conseil. Merci maman. Parce que ça c'est vraiment le meilleur conseil et c'est un conseil, tout à fait. J'allais dire, ça passe par l'éducation aussi. C'est expliquer à nos enfants ça, à leur dire « Prends le temps de mâcher, ne parle pas en mangeant, prends le temps de respirer. » etc. Et comme te dit ta maman, en fait, finalement, je pense qu'on oublie de dire ça à ses enfants et ça fait partie intégrante de l'éducation. Parce que nous-mêmes, on ne le fait pas. Complètement. Forcément, on n'a pas ces réflexes-là. On n'est pas le bon exemple. Et justement, est-ce qu'on peut parler du sport et de l'impact du sport et du coup de la sédentarité sur la santé intestinale ? On sait que ça a un impact sur la santé globale, mais plus particulièrement sur la santé intestinale. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, de faire du sport, ça oblige à respirer. Comme ça, on va un peu boucler la boucle. Ça oblige à respirer. Donc déjà, on va muscler ces muscles de l'inspiration. Donc, on pourra mieux faire ces exercices respiratoires. Ça, c'est déjà pas mal. Et quand on va respirer lors de cet exercice physique, alors je parle plutôt... Là, on va plutôt parler des exercices un peu cardio. D'accord ? Donc peu importe que ce soit de la natation, de la course à pied, du vélo, il faut faire quelque chose d'un peu cardio, peu importe comment on le fait. Eh bien, quand on va faire quelque chose de cardio, on va activer sa respiration et le muscle principal de la respiration, c'est le diaphragme. Et le diaphragme, c'est le muscle qui nous coupe en deux au niveau des côtes, qui sépare la cage thoracique de la cavité abdominale. Et quand on respire, eh bien, on va abaisser le diaphragme. Il va s'abaisser, remonter, s'abaisser, remonter. Et là, eh bien, on va masser ses intestins, on va masser son foie, on va masser son pancréas et on va venir oxygéner, drainer l'ensemble de notre sphère abdominale. Et c'est hyper important pour la bonne santé intestinale de masser tout ça naturellement par la respiration. Et du coup, les problématiques de sédentarité en entreprise, où justement, on ne bouge pas pendant 8-10 heures d'affilée, et du coup 5 jours sur 7, si tant est que les personnes font du sport le week-end. Sur le court, moyen, long terme, quels sont les impacts sur notre santé intestinale ? Et notamment, on parlait du microbiote, et je sais que ça a un impact direct sur la qualité du microbiote. Et donc, nos piliers de la performance, concentration, mémorisation, gestion du stress et prise de décision, qui est quand même ce qu'on recherche en entreprise, quand même, dans la performance d'une entreprise. Oui, tout à fait. Alors, ça va agir à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que l'activité sportive va créer un besoin calorique, alimentaire, et que donc on va, quand on fait du sport, consommer, créer du besoin pour notre corps, et donc on va avoir déjà des choix alimentaires souvent mieux orientés, mais surtout, on va manger alors qu'on en a besoin. Alors que quand on est sédentaire et qu'on mange, on mange alors qu'on n'a pas consommé les calories. Donc forcément, si le corps est déjà plein et qu'on ramène de l'alimentation, il ne sait pas vraiment le gérer, il ne sait pas comment équilibrer, il n'est pas prêt à digérer quelque chose dont il n'a pas besoin en fait. Alors que quand on fait de l'activité sportive, on crée un besoin et là, le corps est prêt à bien digérer. Et s'il est prêt à bien digérer et que la digestion se fait de façon optimum, eh bien, on évite de laisser des tas de déchets qui vont être consommés par notre microbiote et souvent par le mauvais, qui du coup va proliférer. Du coup, on va augmenter la quantité de bactéries non désirables, contrairement aux bactéries qui nous sont bénéfiques. C'est qu'on vient favoriser un microbiote déstabilisé. Si on mange sans nécessité de manger, sans avoir de besoin organique, donc pas de besoin organique, pas de bonne digestion, on laisse beaucoup de nourriture mal digérée dans notre intestin et c'est les mauvaises bactéries qui en profitent un stade plus loin dans la digestion. On a vu que la 4e étape, c'était celle de la digestion du microbiote. Eh bien, si on a laissé plein de sucre, plein de gras, plein de nutriments, protéines aussi, non digérés, par exemple, si on a mangé des protéines au-delà de nos besoins, si on n'a pas créé du besoin musculaire et qu'on mange un gros steak, si on mange ce steak sans avoir fait d'exercice physique et d'avoir de besoin de récupération musculaire, eh bien, on va mal le digérer.
et il va finir dans notre intestin et on va nourrir des bactéries de putréfaction qui sont quand même le type de bactéries les plus toxiques pour notre organisme. C'est celles qui sont entre autres responsables des cancers colorectaux. Donc on impacte certes notre performance par le déséquilibre du microbiote, mais on crée un contexte quand même d'un terrain, parce que encore une fois c'est le terrain qui compte, hein, un terrain qui va être favorable à des pathologies plus lourdes en fait. Et ça c'est sur le temps, hein, c'est pas sur une fois, c'est sur la répétition, sur toute une vie, sur des années. D'où l'intérêt du mouvement aussi à intégrer en entreprise. D'où l'importance, oui, du mouvement intégré en entreprise, et parce que le mouvement aussi permet la gestion du stress. On va consommer les hormones du stress. Donc si on veut équilibrer notre système hormonal, il faut consommer les hormones qu'on produit. Donc, quand on est stressé, on produit des hormones qui sont celles de l'activité. Là, faut peut-être un petit peu d'explication, c'est que les hormones du stress sont faites pour faire face à un danger immédiat, qui est celui de se défendre ou de se sauver. Donc, elles sont extrêmement bénéfiques, elles mobilisent notre attention, mais dans la vie moderne, alors c'est bien, ça mobilise notre cognition, notre attention, mais ça mobilise pas nos muscles puisque finalement, on reste sur place. Or, ces hormones sont produites pour nous permettre de faire une activité musculaire qui est celle de se sauver ou de se battre. Or, on ne le fait pas. Donc, quand on a été stressé, faut aller faire du mouvement pour consommer ses hormones. Il faut prendre ses baskets et puis aller faire un tour. Ou son vélo et aller faire un tour. Ouais. Cette image est super marquante. Je pense que ça sera super impactant. C'est vraiment... Ouais, mais moi, je l'avais jamais envisagé de cette manière-là. Ouais. Et... En fait, on a comme un stock qu'il faut, faut l'utiliser, faut en fait. Sinon, il va être délétère pour vous. Ouais. Donc, c'est bien sur l'aspect cognitif. Ces hormones du stress vont certes, sur le moment, soutenir la performance de l'entrepreneur en entreprise, puisque ça va mobiliser son cerveau, mais au long cours, ça va lui être délétère, puisque ces hormones vont jamais être consommées au niveau musculaire. Donc, c'est hyper important pour celui qui a beaucoup de stress de faire beaucoup d'activité physique. Au sein des entreprises, il peut y avoir aussi un impact, un accompagnement, bien sûr, des chefs d'entreprise, mais aussi de leurs collaborateurs sur toutes ces questions de santé, que ça soit l'alimentation, la respiration, le mouvement, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites. Bien sûr, il y a des établissements qui ont des cantines, donc peut-être revoir les menus. Je ne sais pas ce qui peut être mis en place, mais il y a plein de choses qui peuvent être mises en place directement. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. C'est déjà alors sur des choses simples. On a vu l'aspect sportif, c'est de permettre l'accès à une zone pour faire de l'exercice physique, par exemple, et d'avoir également une zone pour ceux qui veulent se détendre et respirer tranquillement en s'isolant. Alors, d'autant, ça dépend un petit peu des entreprises et de leur taille et de leur organisation, mais c'est d'autant plus important de pouvoir s'isoler pour respirer tranquillement quand on est sur des open space. Il faut pouvoir s'isoler pour se détendre et retrouver de la performance. Et ça nécessite aussi, du coup, d'ajuster le planning. Parce qu'il faut avoir des moments de pause qui sont prévus, qui sont organisés pour ne pas être dérangé pendant ces moments-là, potentiellement mettre son téléphone en mode avion pendant un quart d'heure, 20 minutes, et être injoignable. Et pour l'avoir expérimenté, en tant qu'entrepreneur, mais aussi salarié, ça m'est arrivé de faire des journées de 10h, 11h, même 12h, sans m'arrêter du tout. Et d'accumuler les jours comme ça. Bon, tout ça n'a pas eu un effet bénéfique sur ma santé. Mais quel rythme est-ce qu'on peut conseiller aux chefs d'entreprise? Parce que finalement, c'est eux qui donnent le là sur cette partie-là. Donc, comment est-ce qu'on peut leur expliquer quel est le rythme adapté aux différents collaborateurs? Alors, c'est d'abord de leur faire prendre conscience que de s'arrêter 10 minutes pour récupérer au niveau nerveux, même les micro-siestes de 2 minutes vont être bénéfiques. Donc, c'est déjà de ne pas regarder négativement et d'avoir un regard positif sur celui qui est capable de prendre conscience quand il est plus performant et de comprendre que si on a un besoin
à un moment donné de se recentrer ou de faire 2 ou 5 minutes de sieste, alors c'est pas 2 à 5 minutes, hein, on n'est même pas sur des pauses de 20 minutes, c'est juste d'avoir un regard positif sur celui qui est capable de sentir sa limite et de mettre en place ce qui est nécessaire pour récupérer de la performance. Alors qu'aujourd'hui, finalement, celui qui prend du temps pour aller à la machine à café, prendre un café, il n'y a pas de regard négatif, et ça lui prend aussi 2 minutes. Mais celui qui va fermer les yeux 2 minutes, on va avoir un regard négatif sur sa pause de 2 minutes pour fermer les yeux et prendre 2 minutes pour respirer ou faire une micro-sieste. Donc c'est déjà que, et c'est le chef d'entreprise qui donne le tempo. Si lui, son regard est positif sur ce type de pratique, alors les salariés vont se l'autoriser et vont être beaucoup plus performants puisqu'ils seront au moment où finalement ils atteignent leur limite de capacité de concentration, ils sauront mettre en place des stratégies qui leur permettent de récupérer la performance et du coup l'efficacité dans leur travail. Parce que si notre système nerveux n'est plus en capacité d'encaisser le travail derrière, la prise de décision, la concentration, elle n'est pas bonne. Et au lieu de mettre 1 heure à traiter les dossiers, on va en mettre 4. Donc, il vaut mieux faire 5 minutes de pause et récupérer de la performance que de travailler de façon inefficace pendant 2 ou 3 ou 4 fois le temps nécessaire. C'est aussi au chef d'entreprise de donner l'exemple, j'ai envie de dire. Parce que c'est les du premiers rôle concernés modèle, oui. Pour les accompagner. Oui. Ce sont vraiment les premiers concernés et ils culpabilisent de prendre des pauses, de prendre des vacances, etc. Et finalement, les collaborateurs, même s'ils se sentent autorisés par le chef d'entreprise de prendre des pauses, etc., ils culpabilisent eux-mêmes s'ils voient leur chef, leur patron, leur patronne, ne pas faire de même. Parce que c'est hyper anxiogène finalement de voir son boss pas bien. Et je parle là du chef d'entreprise, mais de tous les managers. On s'inquiète pour eux. On se sent pas protégé aussi quand notre manager va pas bien. On se sent en insécurité. Donc se l'appliquer à soi-même, c'est hyper important, je pense. Oui, et puis tu as raison, c'est donner l'exemple. Si on a un regard bienveillant sur les pauses de ses collaborateurs quand ils sont faits de façon judicieuse, sur des temps appropriés, dans un contexte approprié, si soi-même on le fait pas, effectivement, tu as raison, ça reste des mots et le collaborateur ne se l'autorise pas forcément non plus. Donc c'est de mettre en place à la fois pour l'entrepreneur de s'appliquer à lui-même les préconisations, mais c'est aussi de créer des espaces qui montrent que ces pratiques sont autorisées dans l'entreprise, qu'elles sont souhaitées, qu'elles sont encouragées. Si on ne crée pas du contexte, on n'officialise pas les valeurs de l'entreprise et la stratégie d'entreprise de préserver ses collaborateurs et de leur mettre un contexte favorable à leur santé et à la performance, puisqu'on a vu que les deux étaient liés. On ne peut pas avoir un collaborateur performant s'il n'est pas en bonne santé. C'est ça, on est tout à fait d'accord. Et justement, aussi expliquer ce qu'est une pause qualitative, parce que la plupart du temps, on va en pause, on va fumer une clope, alors je ne suis pas concernée par la clope, mais on regarde son téléphone, ou on va manger un truc gras et sucré, on va prendre un café, voilà. Et c'est rare qu'on se dise, je vais aller marcher un petit peu, juste faire le tour du bâtiment, ou je vais aller discuter avec un collègue des prochaines vacances qui sont organisées, enfin vraiment se changer les esprits. Aujourd'hui, on ne sait pas en entreprise ce qu'est une pause qui nous permet de se recharger. Je crois qu'on ne le sait même pas de manière générale de toute façon, donc forcément oui, encore pire. Non mais justement, vu que déjà de base, je pense qu'on ne le sait pas, donc encore moins en entreprise parce qu'on a cette obligation du chiffre, etc., de la performance, donc on se l'autorise encore moins. Oui. Et c'est vrai que juste une pause qualitative, ça va être juste le fait déjà de se lever. Ça commence par là. C'est vrai. Se lever de sa chaise, de s'autoriser à se balader un peu dans le bureau en s'étirant pour faire circuler. Si c'est tout tendu, si nos fascias sont tout tendus, ça peut pas circuler. Donc, pour bien oxygéner nos tissus, notre cerveau, il faut que ça bouge. Donc, de se lever, de s'étirer, ça libère des douleurs. On peut pas être concentré, on peut pas être performant si on a mal. D'ailleurs, c'est valable aussi pour l'intestin. Quand on a mal à l'intestin, on ne peut pas se concentrer. À la fois à cause des neurotransmetteurs, mais c'est parce que aussi, il y a une part de notre cerveau, même si on n'en a pas conscience, qui est mobilisée sur nos douleurs et nos tensions. Donc, c'est valable pour l'intestin et c'est valable pour le reste du corps. Donc, se lever, de s'étirer, de remettre du mouvement, d'ouvrir la fenêtre, de respirer, voilà, de se mettre au soleil juste pour capter un peu d'énergie vitale et se réoxygéner. Ce sont des choses simples,
mais qui là vont être profitables. Donc tu as raison, c'est aussi de parler de choses qui nous font du bien et d'aller voir des collaborateurs qui nous détendent et pas rester dans un cadre de stress. Ça peut être juste, comme dit, d'aller marcher un peu dehors, d'en profiter pour respirer, pour écouter de la musique et pas regarder des écrans et continuer à mobiliser notre cerveau. Si on regarde... si on regarde l'actualité. L'actualité, ça détend pas trop. Mais ne serait-ce que de regarder de façon constante, on sort d'un écran, se détendre, c'est pas en regarder un autre. C'est de faire autre chose pour que le cerveau se détende, pour que les yeux se détendent. Il y a plein de choses. Il y a le yoga des yeux qui peut aussi détendre, il y a pas mal de choses. Voilà, on n'en a même pas conscience en fait. Non. On check notre téléphone, je crois que c'est 200 fois par jour en moyenne. Et du coup, on n'en a même pas conscience que quand on fait une pause, il faut lâcher notre téléphone. C'est le seul moyen de faire une vraie pause qui nous permet de se recharger, quoi. Rien que ça. On laisse, on s'étire, on va respirer, on se fait une micro-sieste ou une séance de respiration tranquille en écoutant de la musique qui nous détend. Ouais, c'est des choses comme ça. Justement, on disait qu'on n'en avait pas conscience, donc il y a tout cet exercice-là de compréhension auquel on espère pouvoir participer un petit peu. Et justement, c'est peut-être avoir juste ton ressenti par rapport à ça, ton avis sur le fait qu'on ne comprend pas comment on fonctionne, on ne sait pas. Et notre système de santé en pâtit un petit peu d'une certaine façon, le système de manière au sens organisationnel, général. Et est-ce que tout ça, c'est pas aussi dû justement à ce manque d'éducation de chacun d'entre nous? Quelle est ta vision par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être mis en place? Ou je ne sais pas. Alors, on est souvent centré sur des choses qui sont pas forcément expliquées. Je veux pas dire que ces campagnes sont mauvaises, elles sont nécessaires, mais ce qu'il est nécessaire, c'est d'apporter plus d'explications. Par exemple, quand on dit manger, bouger, ou manger 5 fruits et légumes par jour, on dit mais ces messages, on les a déjà. Sauf que c'est pas parce qu'on dit tu manges mais tu bouges que tout le monde va se mettre à faire du sport. Ce qu'on a besoin, c'est de s'approprier par rapport à nous. Vraiment, concrètement, qu'est-ce qu'il se passe qui fait que ça a un vrai intérêt pour moi, qu'il va se passer quelque chose dans mon corps. Et c'est pas de donner un message sans explication. Un message sans explication, ça n'amène pas à l'action. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un message, mais avec des spots télévisés ou tout simplement dans les écoles, d'aller dans l'explication de la compréhension au niveau en fonction du niveau de l'enfant, mais dès la maternelle. Je vais faire un parallèle. Par exemple, moi, je me rappelle très bien quand j'étais petite, c'était tout le début où on essayait de sensibiliser dans l'école à l'écologie. Finalement, nos générations ont appris des tout petits à trier et ont compris pourquoi. Ils ont compris les enjeux. Et c'est les enfants qui ont appris aux parents qu'il fallait trier. Et moi, je me souviens qu'avec mon frère, c'est nous qui avons imposé à notre mère de mettre des bacs pour récupérer le verre. Aujourd'hui, c'est impensable de pas récupérer le verre. Enfin, pas forcément pour tout le monde, parce que peut-être, plus on a des petits apparts, plus c'est compliqué. Mais globalement, dans la population, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont ancrées et qui nous paraissent logiques. De la même façon, en fonction des classes d'âge, on devrait avoir des niveaux d'explication qui vont crescendo et qui fait qu'on commence par sensibiliser les petits avec des mots simples sur la santé, que ce soit l'alimentation, la respiration, mais qui comprennent à quoi ça sert, comment la pratiquer, qui prennent conscience de leur corps. En fait, et c'est petit à petit, crescendo, qu'on devrait avoir des enseignements et des ateliers différents au primaire, où là, il y a beaucoup de curiosité et on peut tout à fait créer des ateliers adaptés. Et après, au collège et au lycée, d'avoir des choses beaucoup plus approfondies. Mais on a besoin d'éduquer dans la compréhension. Et pas juste dans un message simple sans expliquer ce qui se passe derrière. En tout cas, merci beaucoup pour ce message. Il faut que tout le monde puisse l'entendre et que nos gouvernants l'entendent, que la population l'entende et qu'on puisse démultiplier ça. Et donc, faites en sorte de comprendre comment vous fonctionnez, en fait. Tout simplement, c'est la clé de notre santé. Et le rôle des enseignants par rapport à ça aussi. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Et merci à vous. C'était passionnant. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble,
Faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.